Non, ça existe. Donc ça, c'est l'inauguration de la post-biennale officialisée. La post-biennale de Venise, qui doit se tenir, évidemment, ici elle est virtuelle, mais si on la réalise, la pièce réellement à Venise, ce ne sera plus virtuel. Et là, il faut évidemment que ce soit après la fermeture de la biennale, pour être post-biennale. D'accord. Donc, mais c'est déjà, l'exposition est déjà faite ici, puisque c'est une exposition virtuelle. D'accord. Donc, et je propose des expositions virtuelles depuis 1992. Je dis souvent 93 parce que le film a été terminé en 93, mais c'est en 92 qu'il est commencé. Donc, un certain art belge, une certaine forme d'humour, c'est donc faire apparaître par simulation vidéo, donc virtuellement, des artistes belges à la place des monuments parisiens. Ça pouvait se faire à New York, à Milan, à Tokyo, à Shanghai. Et c'est donc là où je marque dans le truc déposé à la SABAM, faire des expositions virtuelles dans le monde entier, mais aussi dans l'espace, sur les planètes, et sous mer, et dans les grottes aussi. Organiser des dans les caniveaux, les souterrains, partout. Dans les égouts, voilà. Et les métros et tout ça. Des expositions virtuelles partout. Mais ce sont des vidéos, donc il faut qu'il y ait du courant. C'est un minimum d'énergie. L'exposition virtuelle commence déjà quand je l'énonce. C'est-à-dire, je dis, par exemple, j'ai fait un montage photographique sur mon musée, le musée Lizen à Tokyo. Donc c'est une vue de Tokyo. Et alors j'ai découpé différentes formes d'architecture et c'est comme une sorte de ballon comme ça. Donc c'est un musée virtuel, mais c'est un musée gonflable comme ça, au-dessus de la ville de Tokyo, avec une sorte de toboggan qui relie un building et relie un building. Et c'est en somme, c'est un ascenseur à vide d'air. Vous savez, comme il y avait pour faire passer des messages à Paris, les pneumatiques. Hein, c'était en vide d'air. Donc c'est un ascenseur par vide d'air qui monte dans cette sorte de Panamérico. En somme, c'est un zeppelin, mais qui a des formes d'architecture contemporaine. Et c'est une exposition virtuelle, d'un musée virtuel, mais rien que de l'expliquer, l'œuvre est faite. Virtuellement, puisqu'elle est entrée dans la tête de la personne qui écoute. Voilà. Donc finalement, rien ne sert de finaliser, tout est dans l'idée. Absolument. C'est beaucoup plus... et c'est vrai que ça peut faire penser à l'idée géniale de Filiou, la casquette, qui était son exposition où il avait mis des petits bouts de papier avec des projets d'œuvres. Donc c'était déjà... La galerie virtuelle. C'est déjà une galerie virtuelle, oui. Ouais, donc moi je fais un pas de plus, je vais carrément dans le musée virtuel. Tu vas dans le musée. Je fais toujours un pas de plus. Pour ce qui concerne sa production, chez lui, l'art d'attitude revendiqué comme tel intègre la totalité de sa personne et donc de son œuvre. C'est parfait. Depuis 1964, opération vasectomie, c'est 1970 la vasectomie, et la non-procréation 1965. Parce que j'ai fait des œuvres depuis 1964, que je considère comme le début de ma démarche, mais quand je prononce l'art d'attitude, dans une conversation avec Jacques Luenist, c'est en 65, quand je décide de ne pas procréer, et je lui déclare, ça c'est de l'art d'attitude. Mais tu ne le baptises pas art d'attitude. Si, je dis, tu le dis, mais quelle est la différence? Tu le dis, mais tu ne l'écris pas, ce n'est pas archivé dans l'histoire de l'art. C'est ça que veut Marc Renouard. Ah ben oui, c'est ça qu'il m'a dit. Un historien de l'art. Je n'ai pas de traces. Ben, je dis, écoute, et Jacques Luenist est mort. Oui, je lui ai dit, mais demande à ton voisin, ton beau-frère, Charles Bresmar, il se souvient peut-être, et Bresmar lui a dit oui, il déclarait des choses comme ça. Mais tout ça signifie l'importance des traces. Oui, mais bon, mais là... Arthur Cravan faisait ce genre d'art
en oui, son oui, temps. J'ai toujours été en même temps un peu distancié et tout ça, hein, c'est-à-dire avec distance, c'est-à-dire bon, je déclarais des choses, et puis bon, je n'avais pas vraiment un plan de carrière, comme on dit, c'est-à-dire dire il faut que je note tout, il faut que l'imprimer et tout cela. Imagine, Yellow me propose de faire un livre en 74, oui, quand il commence ses publications, hein. En 75, eh bien, hop, NIST met tout de suite un projet, ils font le truc, moi je n'ai toujours pas remis mon projet. Donc tu vois. Mais est-ce que... Donc et pourtant il y a un projet de 1775, livre de livres, les titres des romans qu'il n'écrira jamais. Mais en anglais, est-ce que ça existe, ce terme, art d'attitude? Attitude art. Ça existe? Oui. Et depuis quand? Oh, depuis les années 80. Donc depuis Ben alors? Oui. Parce que c'est Ben Ensemble qui écrit dans ses feuilles là, hein, dans son, comment est-ce qu'il appelle, dans ses news, c'est Paper News, je ne sais pas. C'est ça, c'est mail. Non, avant les mails. Hein. Ouais. Il envoyait une sorte de c'est ça. Ces lettres, les lettres de Ben. Hein, c'est des trucs imprimés comme un journal. Oui. Puis quand il a... Donc une fois il a archivé ça, et donc les Anglais ont repris ce terme depuis... C'est lui, pratiquement, qui en est... C'est comme la Fédération Libre, c'est lui aussi. Mais mais lui, il a sorti de l'ISEN ou il a sorti de Absolument, oui, et il le sait. Donc c'est toi, en réalité, le détenteur de cette trouvé la formule, mais la formule, ce qu'elle recouvre, il y a l'art d'attitude, du chant et tout ça. Mais la formule art d'attitude, c'est toi. Voilà, oui. D'accord. Pour définir mon attitude en art de mettre dans l'art la non-procréation. Alors, je vais appeler ça, comme c'est une attitude, je vais appeler ça art d'attitude, que j'ai dit. Mais tu aurais pu dire... bon, parce que... Art comportemental. Oui. Non, mais ça, j'ai employé ça en 64, alors. Art comportemental, quand je déambulais, je faisais des dérives dans la ville, sans savoir que les pré-situationnistes en faisaient aussi depuis 57, et que Aragon avait fait de la déambulation aussi, hein, dans le Paysan de Paris, quelque chose comme ça, et que Baudelaire aussi pratiquait cela, la déambulation. Et Raymond Roussel aussi, mais lui, la déambulation urbaine nocturne. Donc moi, je faisais ça pour passer mon temps, ça. Surtout pendant le temps de midi, quand j'étais à l'académie, par exemple, choisir une jeune fille et la suivre, sans l'aborder ni tout ça, la suivre jusqu'au plus prendre le tram 4, parce que le tram 4, il fait encore, le 4 fait encore le tour de la ville, comme ça. Prendre le tram 4, et faire le tour, puis au terminus, repayer un tour, comme si c'était un carousel. Oui, mais quand tu as fait 164. Oui, ou bien prendre les escalators en quinconce, là. Oui, mais enfin, c'était pour t'amuser, c'était pas de l'art, à l'époque. Si, parce que tout ce que je faisais, je disais que c'était de l'art. À partir de quand tu as comportement d'artiste. Tu as trouvé tout ce que comportement d'artiste, art comportemental, attitude, dès le début. Je me suis dit, je veux être un artiste, donc tout ce que je fais est artistique. Et finalement, pourquoi? Dans ma chambre, je faisais des installations avec des livres, des objets, tout ça, hop. Et je ne photographiais pas, je faisais une installation, et je n'appelais pas ça installation, mais c'était des installations. Et comment expliques-tu qu'art comportemental n'ait pas été cité comme art d'attitude dans ton travail? Mais si, dans le livre de Botkin, on marque 1764, art comportemental. Oui, donc... Mais bon, ça c'est simplement pour une anecdote. Parce que bon, quand j'ai appris alors je ne sais pas si c'est Charles François ou Thialance. Non, Thialance ne me parlait pas des pré-situationnistes. Hein. C'est drôle d'ailleurs.
c'est Charles François qui m'a parlé des pré-situationnistes et qui parlait de la dérive urbaine, et tout ça, qui consistait à aller de bistrot en bistrot, à choisir un coin, un quartier de Paris au hasard et d'aller faire tous les bistrots. Donc, l'art d'attitude, pour toi, si on devait lui donner une définition, c'est l'art comportemental. Comportemental. Mais qui est. Parce que l'art comportemental, c'est aussi quelque chose qui se rapproche du théâtre invisible. Les formes de théâtre dès les années 50 aussi, qui s'appelaient le théâtre invisible. Donc, ça, c'était. Parce qu'en 64, je suivais des cours de théâtre au cours du soir de la province. Donc là, c'était plus par rapport à une sorte de comportement théâtral un peu. Et l'art d'attitude, c'est d'abord la vasectomie, c'est plus tard, mais la non-procréation. De toute façon, la paternité. La non-paternité. La paternité du terme t'appartient. Absolument, parce que début 1970, je vais à la Piave rechercher quelque chose, et il y avait là Templon qui revenait chercher les Titus Carmel, qui était l'exposition juste avant moi. C'était des trucs encadrés, des dessins de Titus Carmel. Et Templon, je l'avais déjà rencontré à un vernissage de la Piave, justement. Et il me dit « Ah, bonjour ». Et puis, j'avais parlé de Ben parce que j'avais une correspondance avec Ben à partir de 69 à cause du carton d'invitation « Il faut abolir l'idée de jugement », signé Duchamp, avec un liseré noir. Et il me dit Duchamp est mort juste l'année avant, en 68. Alors je dis oui, mais on va croire que je mets un liseré noir. Alors moi, c'était pour l'esthétique, pour faire un carton d'invitation pour les funérailles. Et alors, donc Ben avait tout de suite envoyé un carton en marquant « Je ne marche pas pour ce qui fait courir les autres », signé Duchamp et re-signé Ben. Cueillez l'or et toujours d'ailleurs. Mais à l'époque, quand tu vois Charlier, quand il faisait ces trucs avec le... Charlier n'appelait pas ça l'art d'attitude. Mais il faisait aussi, si on veut, l'art d'attitude dans son boulot, quand il photographiait ses amis, là, ses copains de travail. Ah oui. Ça pouvait être considéré comme de l'art d'attitude. Comme de l'art d'attitude, oui, Charlier. Oui, absolument. C'était dans la même époque. Mais il n'appelait pas ça comme ça. Il appelait ça comment, lui? Je ne sais pas, paysage professionnel. Oui. Donc finalement, ce qu'on retient, c'est ce qui est labellisé. Oui, mais il y a et comme il le dit d'ailleurs, Renouard, on peut considérer aussi que dans la démarche de Brotars, il y a de l'art d'attitude aussi. Oui. Ouais, mais enfin, tout est art d'attitude, finalement. Oui, c'est ce qui fait... c'est ce qui fait débat. Mais chez Lizen, art d'attitude, donc la formule 1965, c'est quand il décide de ne pas procréer. Je dis c'est une attitude, et c'est une attitude que je fais dans le domaine de l'art. C'est-à-dire que je l'introduis dans le domaine de l'art, puisque je suis un artiste, et j'appelle ça, une attitude, j'appelle ça art d'attitude. Voilà. Alors, comment expliques-tu que Zeman, en 69 En 69, Zeman appelle son exposition. Mais Zeman, il ne me connaissait pas à ce moment-là. Il ne te connaissait pas, sinon il t'aurait appelé, bien sûr. Ben oui. C'est clair. Le type qui a appelé, ce qu'il appelle sa démarche art d'attitude, il aurait été... Oui, c'est clair, donc il ne te connaissait pas. Il ne me connaissait pas du tout. Il a vu plusieurs artistes qui, lui, il avait d'abord un point de vue un peu sociologique, je crois. Plus ethnologique. Il voyait les artistes d'une façon ethnologique, comme on découvre un peu. Et donc il a vu que beaucoup pratiquaient, que c'était leur attitude qui était plus que leur forme, quoi. C'est-à-dire que c'était... Enfin, que leur forme était importante aussi, mais que c'était l'attitude, le processus, surtout. Le processus de... Donc c'est pas
l'attitude. Il n'a pas parlé d'art d'attitude, d'ailleurs. Il a parlé d'expérimentation voilà. et de montrer le processus. L'œuvre préconstruite n'était plus à l'honneur, et c'était montrer le processus d'un montage dans l'exposition. Voilà, c'est ça qu'il a voulu faire. Il a mis le mot attitude, mais en somme, il s'est un peu trompé. Il n'a pas utilisé l'art. Non, il n'a pas utilisé le mot art. Le mot art, donc ce qui l'intéressait n'était pas le produit. Donc peut-être que s'il m'avait connu, il se serait dit, non, lui, ça ne va pas dans mon exposition, parce que lui, il dit que c'est art d'attitude. Ouais. Donc finalement, il a eu raison de ne pas le prendre. C'est le hasard, il a bien fait les choses. Et c'est dommage qu'il ait disparu si vite, parce que, moi je me disais, il a peur de moi ou quoi, il ne veut pas me rencontrer, mais j'ai appris après sa mort, qu'il était gravement malade. Et même Lenel le reçoit chez lui, et il me dit après que, j'ai reçu, il a beaucoup parlé de toi. Je dis, mais pourquoi? Parce que quand il est passé à Liège, il n'a pas voulu me rencontrer. Ben oui, mais il n'a pas voulu me rencontrer. Il avait peur. Mais c'est normal. Hein. Il se dit, oh, ce type-là, il va me fatiguer. Et par rapport à Fluxus... Lenel m'expliquait qu'il parlait avec volubilité de moi, et que c'est les 2 fois où il a parlé de moi qu'il a eu de syncope. Puis quand sa secrétaire me téléphone, elle ne me dit pas vous voyez, M. Ziman est gravement malade. Elle me dit, vous êtes au courant que le professeur Ziman organise une exposition sur la Belgique. Je dis, j'en ai entendu parler, mais de cette exposition, mais Ziman a un frère qui est professeur. Je l'entends rire, la secrétaire dit, non, c'est lui. Ah bon? Parce que je me disais, je l'ai fait exprès. Et alors, est-ce que vous voulez de la partie? Qu'elle me dit, un petit accent de la partie. Je dis, ben oui, s'il y a une partie après la réception, je veux bien être dans l'exposition. Mais alors, il était déjà gravement malade, parce que il m'envoie, enfin c'est elle qui m'envoie la lettre dictée, elle est signée, mais on voit bien que la signature est un peu étrange. Qu'est-ce que tu penses de... Et alors, alors moi je lui ai dit, voilà comme je vois, donc je fais un dessin avec un écran extra plat qui entre dans le sol. Et je dis, il met tous les documents qu'il veut là, qu'il cite dans sa lettre, mais avec un grand extra plat. Et j'envoie en A3, en format A3, plastifié, dans une grande enveloppe. Et on m'a raconté, il a reçu, il était déjà sur son lit de mort, et il ne parlait déjà plus. Il notait comme ça à son fils des indications. Et sur un bout de papier, et moi je l'ai reçu, le truc, plié. Donc il a plié, et il a marqué sur un bout de papier, restons-en là. C'est le dernier mot. Après il est mort. Allez. Et j'ai le truc où on voit que ça a été plié. Restons-en là. J'espère que le fils a gardé le bout de papier. Restons-en là, c'est magnifique. Donc je n'ai pas eu mon écran extra plat qui s'est écroulé dans le sol. On va parler des Beaux-Arts. Voilà. Donc 1965, art d'attitude. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il faut corriger là alors? Rien. Tout est bon. Oui, c'est 65, pas 64. Quoi? Tiens, note-le. Je ne sais plus où il est, 65. Ah voilà. Depuis 65. Et l'opération vasectomie, c'est 1970. Donc la non-procréation, art d'attitude, comme art d'attitude, 1965. L'opération de vasectomie, 1970. Donc depuis 1965, la non-procréation comme art d'attitude. Ça, c'est 65.
Je fais toujours. Mais la non-procréation, pourquoi finalement as-tu décidé de faire ça? Pas pour l'art, tu ne Si, oui, pour toutes les raisons du monde. Je proposais en même temps la phrase, c'était « Je propose à l'espèce humaine qu'elle s'éteigne gentiment en cessant de procréer ». C'était ma solution au problème de l'espèce humaine, c'est qu'elle s'éteigne gentiment en cessant de procréer. Et moi, j'en faisais une attitude. Mais quel est le problème de l'espèce humaine? Tu n'as qu'à regarder un peu toute l'histoire. Et tu regardes toutes les informations et tu verras quel est le problème. Qui est presque insoluble. Oui, mais c'est comme si tu supprimais le désordre, quoi. L'espèce humaine, c'est le désordre sur Terre. Non, ce n'est pas le désordre, non, parce que le désordre reste. Après l'espèce humaine, il y a encore le désordre de la nature. Ça fait partie du désordre. Mais ce n'est pas un goût de l'ordre, hein. C'est peut-être, comme l'avait très justement marqué dans un texte oral, enregistré sur cassette, Daniel Meyer, qui avait dit, qui avait titré son discours, qui passait d'ailleurs à l'atelier 340 en 1990, sur un cassettophone, l'hygiène ou la nostalgie de la perfection, qui est une phrase de Shakespeare, je crois. Pas sans l'hygiène, parce que Shakespeare ne le connaissait pas. La nostalgie de la perfection. Mais la perfection, l'impureté fait partie du monde. La perfection. Oui. Le virus, le microbe, fait partie du monde. Comme non, mais ils sont même à l'origine, je crois. C'est-à-dire. Donc, pourquoi éliminer Dieu, enfin, celui qui est à l'origine du monde. Pourquoi éliminer les microbes? Oui. Pourquoi éliminer les microbes? Oui. Et pourquoi les laisser? Pourquoi éliminer l'homme? Finalement. Si, il faut tout éliminer, parce que tout ça est une vaste connerie. Mais gentiment. Gentiment, donc il ne s'agit pas de parce que, Ben d'ailleurs, quand je lui explique ça, art d'attitude et tout ça, donc début 71, et que le Templon me dit, est-ce que vous le reconnaissez? Parce que je lui avais parlé de Ben à Templon. Et moi, je ne connaissais pas son visage, ni son chose, et je vois qu'il a des pantalons trop courts, et je me dis, c'est peut-être Beuys. Il dit, non, c'est Ben. Ah, bonjour. Alors on va au DEL, et je lui explique l'art d'attitude, il dit, ah, je note. Parce qu'il avait toujours un bout de papier, comme ça, il notait. Celui, il appelait ça art idée, et tout ça, ce qui n'est pas la même chose. Art action, et tout ça. Et art d'attitude, et il dit, ah mais c'est votre attitude, là, la vasectomie, l'espèce humaine s'éteindre et tout ça, il dit, ça me fait penser à Henry Flint, qui me dit. Et puis je me dis, ah bon, encore raté, mais Henry Flint, c'est assez différent. Henry Flint, c'est, lui, il propose qu'on jette toutes les bombes atomiques pour, non pas détruire l'espèce humaine, mais pour provoquer des mutations. Donc il est contre l'espèce humaine, donc il faut lancer toutes les bombes atomiques, comme ça il y a peut-être des mutations. C'est encore autre chose, c'est très violent. Donc voilà, ma conversation avec Ben, c'était la première fois que je le rencontrais de visu, ou des visus. Mais finalement, si tu n'as pas fait d'enfant, tu en as plein autour de toi. Hein. Quand je vois les jeunes artistes... ah oui, non, ça c'est pas la même chose. Et Philippe Ramet, qui dit que... Philippe Ramet aussi. Philippe Ramet, il dit, mais c'est parce que j'ai vu certaines de vos œuvres que j'ai pris cette direction-là. Je trouve que vous êtes un génie. Je n'exagère rien comme dire Otaki. Non, je ne disais pas comme dire Otaki, là. mais donc, qu'est-ce que ça te fait? Parce que tu n'es plus singulier à partir du moment où ça ne me dérange pas du tout. Moi, puis c'est bon, ça ne peut rien faire. Mais toi, tu n'es pas suiveur de quelqu'un. Si, de tout. Hein. Je suis suiveur dès que je commence à faire de l'art. Je veux devenir comme Picasso. Donc je fais des petits personnages. Ah, oui. Mais je les transforme un peu pour que ça... Ton maître, c'est Picasso. Finalement, tu es un grand classique. Tu aimes bien le... je ne sais pas si c'est classique. Oui, Picasso... et puis tous les autres aussi. Tu veux choisir entre un Picasso et un Duchamp dans ta salle à manger, qu'est-ce que tu prendrais? Les deux.
Les deux, mon capitaine. Et alors, quand j'ai vu Mondrian, j'ai dit, ah, j'aime bien Mondrian aussi. Absolument. Tout est rien acheté, tout est bon. C'est un tout à l'histoire de l'art. Mais oui, tout est intéressant. Tout est intéressant, hein. Tu fais partie du tout. Mais donc toi, tu ne te considères pas comme Fluxus, par exemple. Tu es, non, mais c'est les autres qui disent... mais Ben le sait bien, ça, que je ne suis pas Fluxus. Puisque j'avais, dans l'exposition Fluxus ici à Liège, j'avais bien marqué dans le catalogue, j'avais fait marquer... Je veux être le seul artiste Fluxus, donc participer... aux expositions Fluxus, parce que moi ce qui m'intéresse c'est faire des expositions, c'est comme le groupe 4. Je ne suis pas vraiment un artiste relationnel, moi. L'art relationnel. J'ai participé au groupe 4 parce que Nice me dit, allez, Lénep a trouvé que c'était bien ce que tu faisais. Il avait vu les 36 prises de vue de gravier avec un gravier collé, perçu et non perçu là. Alors, il me dit, Nice, il dit que tu peux venir dans le groupe de l'art relationnel et tout ça. Et en plus, bon, ça te fera des expositions. Alors je dis, ah mais ça te fera, d'accord. Donc c'est pour ce qui avait, d'ailleurs, quand j'ai déclaré ça 1 ou 2 ans après, un peu agacé notre ami Lénep, qui maintenant s'est fait à ma forme d'esprit. Mais tout le monde a voulu t'annexer finalement. Et je participe à tout, moi. Parce que je ne suis pas vraiment artiste relationnel. Et je le suis un peu. Mais finalement, tu aurais pu faire une école. Je ne suis pas vraiment Fluxus, mais je suis un peu Fluxus. Tu aurais pu créer un mouvement. Je suis de l'art syncrétique parce qu'en 64, je crée l'art syncrétique. C'est parce que mon ami Boulanger me dit, je vais faire de la sculpture. Je dis, ah bon, ben, je descends avec lui dans l'atelier de sculpture, puis je vois que c'est beaucoup de travail. Alors je me dis, il faut que je trouve une idée de sculpture qui ne demande pas de travail. Alors il y avait une statue qui est toujours dans la librairie, pas dans la bibliothèque de l'Académie, une statue d'une hindoue, là. Hein. Et je feuilletais un livre avec, il n'y avait rien sur le dadaïsme, mais il y avait 1 ou 2 livres sur le surréalisme et sur l'art africain. Et je me dis, voilà ce que je vais faire. Je vais faire découper une sculpture hindoue et la croiser avec... Comme ça, je ferai de la sculpture comme mon ami Boulanger, sans travail. Donc l'art syncrétique, c'est l'hybridation. C'est ça, oui. Donc tout est pratiquement fait dans ton travail depuis 60, les années 64, oui. 64. Tu n'as plus rien fait de neuf, de créatif depuis... Non, j'ai fait déjà des remakes. À partir de... je commence déjà, sans faire les remakes ont commencé dans les années 70. Absolument. Donc oui. Parce que donc quand je propose, ça c'était écrit quelque part, hein. C'est sur le carton d'invitation, c'était exposé, oui, c'était marqué à la machine à écrire, que je proposais comme film, hein, d'aller filmer l'entrée d'un train en gare de la Ciotat en 1971, et puis à la suite, parce que j'avais lu un truc sur les Frères Lumière, qu'ils avaient envoyé des équipes filmé dans le monde entier. Alors moi, je proposais qu'on ait une équipe qui aille filmer les entrées de train dans le monde entier. Donc et la deuxième version, finalement, c'est filmer la sortie d'un train. Mais à la gare de la Ciotat, elle n'existe plus, la gare de la Ciotat. C'est une gare autobus. Finalement, il n'y a pas de création. Tout est une question de revisitation de ce que d'autres ont fait avant toi. Absolument, oui, c'est de la revisitation. C'est de l'art et de la revisitation. Bon, le surréalisme revisite Dada, Dada revisite Arthur Cravan, Dada revisite les incohérents, hein. Les incohérents de la fin du 19e siècle, avec la sculpture en gruyère, en fromage mou et tout ça. La création est une vaste blague. L'artiste de... C'est ça la création. La création, c'est de prendre les éléments existants et de faire un pas de plus. Ouais. Ce que j'ai fait avec Manzoni, quand j'ai appris que Manzoni avait mis sa merde, pas dans toutes les boîtes d'ailleurs, ça je l'ai appris plus tard aussi, dans certaines boîtes, les 7 premières boîtes, il y a de la merde, les autres, il n'y a rien. C'est un travail sur l'étiquette. Parce qu'il y a même une étiquette où il a marqué à la plume. C'est le produit, quoi. Merde d'artiste en brand. À la plume. Même de rien dire. Il en a fait une avec Picasso. Mais
qu'est-ce que tu penses de l'œuvre de Manzoni? C'est très bien. L'œuvre, quand il a commencé à signer, parce que tu te considères comme œuvre d'art, mais lui a fait des œuvres d'art vivantes. Oui. Ah ben, absolument. Et peut-être avant Manzoni, il y avait des types qui me disaient... Est-ce que tu aurais accepté... Avant Manzoni, lui, on va dire que c'est vers 61, hein, ça démarche très comme cela. Ouais. Et avant, c'était les acromes, hein, c'était de l'ouate, là. Eh bien, je sais très bien aussi ça. Et c'est en montrant ça à son père que son père aurait dit tu dois quand même pas croire que tu vas vendre des trucs comme ça, c'est de la merde. Alors qu'il a décidé de mettre sa mère dans des boîtes. Il a acheté une machine à faire des boîtes. Ouais. Avec son copain. Mais finalement, si tu avais proposé de faire une signature de Liszt, tu aurais accepté Manzoni. Ouais. Ben oui, bien sûr. J'aurais bien aimé le rencontrer. Et je crois qu'on s'est très bien entendu parce qu'il paraît que lui c'était tous les jours, mais qu'il aimait bien le boire énormément d'alcool. Moi c'est de temps en temps. Mais alors, le foutre des bouffes. Oui, il aimait bien. Des bitures avec. Oui, c'est un peu de ça qu'il est mort, ça. Hein. Il devait aller dans une cure de désintoxication. Il a revu mais maintenant je ne bois pas, moi. Juste un verre. Non, je bois ta santé. Là. Sitôt. Je bois ta santé parce que c'est une journée particulière aujourd'hui. Tu vas boire dans les 2 verres. Tu vas me... Non, si, tout ça, non. Et puis alors hier, donc j'ai été à une réunion, puis j'ai vu quelques... Et donc, tout est une question de revisitation, quoi. Oui. Moi, je suis pour cette idée-là qu'on revisite, et puis il y a un petit déclic en plus qui se fait. Il y a un petit truc, paf. Par exemple, la façon dont je m'inspire des néo-rupestres, des rupestres. J'en fais du néo-rupestre, mais il y a une façon de le faire qui est un petit apport lysénien, voilà. Il y a toujours un petit truc. Ouais. Seuls les rupestres n'ont pas revisité, ils étaient les premiers. Il a fallu qu'il y ait un premier finalement. C'est vrai, oui. Hein? Et peut-être bon que c'est le type, c'est parce qu'il a vu une ombre, un truc comme ça. C'est-à-dire il a dans la roche. Ouais. Et avec sa bougie, là, pas bougie, mais sa torche. Oh, il a dit, mais on dirait un bison. Et puis il a pris il a tracé avec du charbon bison. Donc tu vois, c'était la nature qui avait créé le hasard. Oui. Donc il y a toujours un premier quelque part. Sans doute, oui. Et on a fait le tour. Oui, mais si on faisait allez, on va y aller.